Lors de la célébration de l'anniversaire de nos amis, ma femme a passé toute la soirée à discuter intimement avec son ex-petite amie pendant que j'étais assis seul. Quand l'hôte a posé des questions sur notre mariage, elle a souri avec mépris, le mariage n'est qu'une formalité légale. Cela ne semble pas réel. Ils ont tous ri. J'ai simplement regardé. La semaine suivante, elle a découvert que la formalité avait été légalement dissoute. Vous savez, ce moment où vous êtes assis à une fête, regardant votre femme flirter avec son ex-petite amie pendant que tout le monde prétend que c'est parfaitement normal? Oui, c'était mon samedi soir à la célébration de l'anniversaire de notre ami. Laissez-moi vous dépeindre la scène. Nous sommes dans ce restaurant chic du centre-ville, célébrant les 10 ans de ce que tout le monde appelle un mariage parfait. Pendant ce temps, ma femme a passé exactement 0 minutes à me parler et environ 3 heures collée à son ex, comme si c'était eux qui célébraient un anniversaire. Le nom du type n'a pas d'importance, mais disons simplement qu'il est l'un de ces beaux parleurs qui pensent que chaque conversation est un entretien d'embauche pour son charme. Et ma femme, elle dévorait tout, riant à des blagues qui n'étaient pas drôles, lui touchant le bras pendant des histoires, et lui accordant le genre d'attention qu'elle ne m'avait pas accordé depuis des mois. J'ai commandé un autre bourbon et j'ai regardé le spectacle, parce que c'est ce que c'était, une performance. Elle n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil pour voir si je regardais, presque comme si elle voulait que je réagisse. Le fait est que je suis marié à cette femme depuis 8 ans. Je sais quand elle teste les limites, et ce soir-là, elle ne se contentait pas de les tester, elle les démolissait. Après environ 2 heures de ce cirque, notre hôte décide de porter un toast. Il fait le tour de la table en demandant à chaque couple de partager ce qui fait fonctionner leur mariage. Des trucs vraiment touchants. Quand il arrive à nous, je suis en fait curieux d'entendre ce qu'elle va dire. Elle n'hésite même pas, avec ce sourire narquois qu'elle a quand elle pense être intelligente. Elle dit, le mariage n'est qu'une formalité légale. Cela ne semble pas réel. La table se tait pendant environ 2 secondes. Puis tout le monde se met à rire. Son ex rit le plus fort. Bien sûr, il trouve ça hilarant. Certains plaisantent sur les relations modernes et sur le fait qu'il est rafraîchissant d'entendre quelqu'un être honnête à propos du mariage. Je n'ai pas ri. J'ai juste pris une autre gorgée de mon bourbon et je l'ai regardée se prélasser dans l'attention. Elle avait l'air si fière d'elle, comme si elle venait de livrer la chute du siècle. La femme que j'ai épousée rejetant publiquement notre mariage comme une paperasse sans importance pendant que son ex-petite amie hochait la tête comme s'il était son supporter personnel. C'est à ce moment-là que quelque chose a fait tilt. Pas de la colère, cela viendrait plus tard. C'était de la clarté, une clarté pure et froide sur le genre exact de personne avec qui j'avais partagé un lit pendant les 8 dernières années. Le reste de la nuit s'est déroulé exactement comme on pouvait s'y attendre. Elle a continué sa petite tournée de retrouvailles avec son ex pendant que j'engageais une conversation polie avec les autres invités. Quelques personnes m'ont demandé si tout allait bien. Je leur ai dit que tout était parfait, et techniquement, ça allait l'être. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle était pratiquement rayonnante de toute cette attention. Elle a divagué sur à quel point c'était génial de retrouver de vieux amis et comment certaines personnes vous comprennent simplement à un niveau plus profond. Elle était tellement absorbée par son propre petit fantasme qu'elle n'a pas remarqué que je ne répondais pas. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé m'expliquer comment son ex avait tellement grandi et était devenu une personne si intéressante. Je l'ai même laissé suggérer que nous devrions tous sortir ensemble un de ces jours parce que ce serait amusant de mieux le connaître en tant que couple. Cette dernière partie m'a presque fait rire. Voilà une femme qui vient de passer une soirée entière à traiter son mariage comme une blague, voulant maintenant inviter son ex-petite amie dans notre cercle social. L'audace était presque impressionnante, mais j'ai juste hoché la tête et dit que nous verrions, parce que je savais déjà exactement ce que j'allais voir, et cela n'allait impliquer aucune sortie de groupe. Le lendemain matin, elle était toujours euphorique de sa performance, s'est préparée du café, a vérifié son téléphone environ 15 fois en 20 minutes, et n'arrêtait pas de ressortir des souvenirs du passé. Elle revivait ses années de gloire, complètement inconsciente du fait qu'elle venait de me donner la motivation parfaite pour faire quelques changements majeurs dans ma vie. Je l'ai regardée faire défiler les réseaux sociaux, probablement à la recherche de photos de la fête ou vérifiant si son ex avait posté quelque chose. Elle était tellement distraite qu'elle ne m'a pas remarqué en train de rassembler tranquillement certains documents de notre bureau à domicile, des documents importants. Le genre dont vous avez besoin quand vous êtes sur le point de transformer le commentaire de quelqu'un sur la formalité légale en un retour à la réalité. Parce que voilà le truc quand on traite le mariage comme de la simple paperasse.
Parfois, cette paperasse est la seule chose qui se dresse entre vous et la liberté totale. Et si elle voulait agir comme si notre mariage n'avait aucune importance, j'étais plus qu'heureux de l'aider à découvrir à quel point ces formalités légales pouvaient devenir importantes. 3 jours plus tard, j'ai passé un coup de téléphone qui allait tout changer. Pas à son ex-petite amie, évidemment, mais à quelqu'un de bien plus important, quelqu'un qui était spécialisé dans le fait de rendre les formalités légales très, très réelles. Ce coup de téléphone que j'ai mentionné, c'était à un avocat spécialisé en divorce. Il s'avère que, quand vous avez planifié le pire tout en espérant le meilleur, vous savez déjà quel avocat a le taux de réussite le plus élevé en ville. La consultation était prévue pour le mercredi matin. J'ai dit à ma femme que j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone pour accuser réception de mon départ. Elle était trop occupée à envoyer des textos à quelqu'un, et nous savions tous les deux que ce n'était pas sa sœur. Le cabinet de l'avocat était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Meubles en acajou, des livres de droit partout, et le genre d'atmosphère qui dit « Nous traitons des affaires sérieuses ici ». L'avocate elle-même était cette femme vive dans la cinquantaine qui est allée droit au but. « Quelle est votre situation » a-t-elle demandé, stylo déjà prêt. Je lui ai tout exposé. 8 ans de mariage, compte courant joint, maison aux 2 noms, pas d'enfant. Puis je lui ai parlé de samedi soir, de la fête, du commentaire, de tout le spectacle. Elle a pris des notes pendant que je parlais, posant occasionnellement des questions spécifiques sur les biens et les délais. Depuis combien de temps ce comportement dure-t-il ? a-t-elle demandé. C'est là que j'ai réalisé que samedi n'était pas un incident isolé. C'était juste l'exemple le plus bruyant d'un schéma que j'ignorais depuis des mois. Les sorties tardives avec des amis. Les appels téléphoniques qu'elle prenait dans une autre pièce. La façon dont elle vérifiait son apparence avant d'aller à l'épicerie, mais ne pouvait pas prendre la peine de s'habiller pour notre dîner d'anniversaire. Environ 6 mois, lui et je dis. Peut-être plus longtemps. Elle a hoché la tête comme si elle avait entendu cette histoire 1 millier de fois. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans un état sans égard à la faute. La meilleure nouvelle, c'est que vous êtes venu me voir avant de prendre des décisions financières majeures ou de vous confronter. Bonne initiative. Bonne initiative. Cela m'a fait du bien à entendre, considérant que je me sentais comme un idiot depuis quelques jours. Nous avons passé l'heure suivante à examiner mes options. Partage des biens, calendrier de la procédure, à quoi s'attendre pendant le processus. Elle a tout expliqué en des termes compréhensibles, ce qui était utile car mon cerveau était encore en train de traiter le fait que j'étais réellement assis dans le bureau d'un avocat spécialisé en divorce. Une dernière chose, dit-elle alors que je me préparais à partir. Ne changez pas votre comportement à la maison. Ne laissez rien paraître de ce qui va arriver. L'effet de surprise est votre plus grand avantage en ce moment. Je suis donc rentré chez moi et j'ai fait comme si tout était normal, ce qui était apparemment plus facile que je ne le pensais. Ma femme était sur le canapé, ordinateur portable ouvert, en train de discuter en vidéo avec quelqu'un. Elle a rapidement minimisé la fenêtre quand je suis entré. Comment était le dentiste ? a-t-elle demandé, sans même me regarder. Bien, pas de carie. Elle a hoché la tête distraitement et a rouvert son ordinateur portable. J'ai aperçu l'écran avant qu'elle ne le détourne. Réseaux sociaux, bien sûr, plus précisément la page de profil d'un visage très familier. Ce soir-là, elle a annoncé qu'elle sortait prendre un verre avec de vieux amis de l'université. Elle a passé 1 heure à se préparer. Maquillage complet, la robe qui était autrefois réservée aux occasions spéciales, le parfum que je lui avais acheté pour Noël. Tout ça pour des amis de l'université. Ne m'attends pas, dit-elle en m'embrassant sur la joue comme si nous étions des colocataires au lieu d'un couple marié. Je pourrais rentrer tard. J'ai presque ri. La voilà qui mettait plus d'efforts à être belle pour ces vers mystérieux qu'elle ne l'avait fait pour n'importe quel rendez-vous en amoureux au cours de l'année écoulée. La femme qui qualifiait notre mariage de formalité légale se mettait sur son 31 pour ce qui n'était manifestement pas une rencontre amicale décontractée. Amuse-toi bien, et je dis, et je le pensais. Parce que chaque fois qu'elle faisait quelque chose comme ça, elle rendait le travail de mon avocate plus facile. Elle est rentrée à 2 heures du matin, essayant d'être silencieuse, mais échouant de manière spectaculaire. Je l'ai entendue heurter la table basse, suivie de quelques jurons créatifs. Elle n'était certainement pas sobre. Le lendemain matin, elle a dormi jusqu'à midi.
Quand elle est finalement sortie de la chambre, on aurait dit qu'elle avait été heurtée par un camion. Maquillage étalé, cheveux en désordre, portant toujours la robe de la veille. Nuit difficile? Et je demandais en lui tendant une tasse de café. On s'est juste laissé emporter en rattrapant le temps perdu, dit-elle en évitant mon regard. Tu sais comment c'est avec les vieux amis. Les vieux amis, bien sûr. J'ai hoché la tête avec sympathie tout en ajoutant mentalement un autre élément à la liste que je tenais pour mon avocate. C'est devenu le schéma pour le reste de la semaine. Elle disparaissait pendant des heures, toujours avec une excuse concernant des amis, des courses ou des obligations professionnelles soudaines. Pendant ce temps, j'organisais tranquillement 8 années de dossiers financiers, photographiant des documents importants et constituant le dossier le plus complet que mon avocate ait jamais vu. Vendredi soir, elle n'a même pas pris la peine de trouver une excuse. Elle a juste annoncé qu'elle sortait et qu'elle me verrait plus tard. Elle devenait audacieuse, testant jusqu'où elle pouvait aller. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que je la laissais faire, car chaque limite qu'elle franchissait était un clou de plus dans le cercueil de notre formalité légale. Pendant qu'elle vivait sa meilleure vie, j'étais dans notre bureau à domicile en train de faire des copies des relevés bancaires et des portefeuilles d'investissement. Il s'avère que lorsqu'on prête vraiment attention à ses finances, on remarque des schémas intéressants. Comme le fait que notre compte courant joint avait financé beaucoup de dîners coûteux auxquels je n'avais certainement pas assisté. Dimanche, j'avais tout ce dont j'avais besoin. La documentation, la chronologie, les preuves de son comportement de plus en plus irrespectueux, et une avocate spécialisée pour s'assurer que les gens comme ma femme apprennent exactement ce que les formalités légales pouvaient accomplir. L'ironie ne m'a pas échappé. Elle pensait que le mariage n'était que de la paperasse, mais elle était sur le point de découvrir que la paperasse avait un réel pouvoir lorsqu'elle était déposée au bon tribunal par le bon avocat. Lundi matin, mon avocate a appelé avec la nouvelle que j'attendais. Tout était prêt. Les papiers étaient préparés. Le dépôt était programmé. Et l'éducation de ma future ex-femme sur les formalités légales était sur le point de commencer. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre le bon moment pour les lui signifier. Et quelque chose me disait que ce moment approchait à grands pas. Lundi matin, j'ai demandé le divorce. Mardi, ma femme a amené son ex-petite amie chez nous. Je suis rentré du travail vers 18h pour trouver sa voiture dans mon allée, non pas garée dans la rue comme un visiteur normal, mais là, à ma place, comme s'il était chez lui. L'audace était presque artistique. J'ai franchi la porte d'entrée pour les trouver sur mon canapé, partageant de la nourriture chinoise à emporter et riant comme des adolescents. Ils ont tous les deux levé les yeux quand je suis entré, et les expressions coupables sur leur visage m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la nature platonique de cette amitié. « Salut chérie », a dit ma femme, en essayant de paraître décontractée. « Regarde qui est passé. » On rattrapait juste le temps perdu et on a décidé de prendre quelque chose à dîner. Son ex s'est levé, tendant la main comme si nous nous rencontrions à une conférence d'affaires. « Content de te revoir », a-t-il dit avec ce faux sourire qui m'a donné envie de lui casser les dents. Je lui ai serré la main, probablement plus longtemps que nécessaire, et je l'ai vu grimacer légèrement quand j'ai serré un peu plus fort que prévu. « Ravi de te voir aussi », et je dis. « Tu te mets à l'aise, à ce que je vois. » Ma femme m'a lancé un regard d'avertissement, comme si c'était moi qui étais inapproprié. Voilà ce type en train de dîner à ma table, utilisant probablement mes couverts, et je suis censé jouer l'hôte gracieux. Nous parlions juste du bon vieux temps, a-t-elle expliqué. Comme si cela rendait parfaitement raisonnable d'amener un autre homme dans notre maison. Tu te souviens comme on s'amusait tous à l'université. Sauf que je n'étais pas à l'université avec eux. Je l'ai rencontré 2 ans après qu'elle ait obtenu son diplôme. Mais apparemment, nous faisions tous semblant que je faisais partie de leur histoire commune. J'ai pris une bière dans le réfrigérateur et je me suis assis dans mon fauteuil, celui dont elle se plaignait toujours mais dont je refusais de me débarrasser. Ne me laissez pas vous interrompre, et je dis. S'il vous plaît, continuez à rattraper le temps perdu. Ils ont échangé des regards, clairement mal à l'aise avec ma présence. Bien. C'était ma maison, payée avec mes mensualités de prêt, et s'ils voulaient avoir leur petite réunion, ils pouvaient le faire avec un public. Pendant l'heure qui a suivi, je les ai regardés flirter tout en prétendant n'être que des amis. Les blagues d'initiés, les attouchements désinvoltes, la façon dont ils se regardaient quand ils pensaient que je ne faisais pas attention. C'était comme du dîner-théâtre, sauf que le spectacle était mon mariage qui s'effondrait en temps réel.
Vers 8 heures, il est finalement parti. Ma femme l'a raccompagné jusqu'à la porte, et je pouvais les entendre chuchoter dans le couloir. Quand elle est revenue, elle avait ce regard de défi qu'elle prend quand elle sait qu'elle a franchi une ligne, mais qu'elle ne prévoit pas de s'excuser. C'était sympa, dit-elle, en commençant à nettoyer les contenants à emporter. C'est bien de renouer avec de vieux amis. De vieux amis qui avaient apparemment besoin de conversations d'adieu privées et de longues étreintes à la porte d'entrée, mais j'ai juste hoché la tête et fini ma bière. Oui, et jeudi, vraiment sympa. Mercredi, elle a annoncé qu'ils allaient à un concert ensemble. Pas en groupe, juste les deux. Elle a présenté cela comme la chose la plus naturelle du monde. Il avait un billet en trop, a-t-elle expliqué en s'habillant. Ce serait dommage de le gaspiller. Elle portait la robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Celle qu'elle disait être trop chic pour notre dîner au steakhouse. Apparemment, elle était parfaite pour un concert avec son ex-petite amie. Amuse-toi bien, et je dis, parce que qu'allais-je dire d'autre? De plus, chaque fois qu'elle faisait quelque chose comme ça, elle renforçait mon dossier. Jeudi matin, mon avocate a appelé. Les papiers sont prêts à être signifiés, a-t-elle dit. Nous pouvons les faire livrer dès demain. Faites-le, et je dis sans hésiter. Vendredi après-midi, alors que ma femme faisait les magasins ou quoi que ce soit qu'elle faisait réellement, j'ai reçu un texto de l'huissier. Colis livré. Elle a signé pour le recevoir à 15h47. J'étais en réunion quand le texto est arrivé, mais j'ai dû m'excuser pour sortir. Mes mains tremblaient réellement. Après des semaines de planification et de préparation, ça arrivait enfin. Mon téléphone a sonné à 16h15. Son nom s'est affiché à l'écran, mais je n'ai pas répondu. Il a sonné à nouveau immédiatement. Puis encore. Au 4e appel, elle laissait des messages vocaux. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Rappelle-moi tout de suite. Le message suivant était plus long et nettement plus créatif avec le langage. Apparemment, elle avait eu le temps de lire les papiers du divorce et commençait à comprendre ce que les formalités légales signifiaient vraiment. J'ai conduit lentement vers la maison, en prenant la route panoramique. Il n'y avait pas d'urgence. Elle n'allait nulle part, et je voulais lui donner tout le temps de bien assimiler ce qui venait d'arriver à sa petite vie parfaitement planifiée. Je l'ai trouvée faisant les 100 pas dans le salon, toujours dans ses vêtements de shopping, tenant les papiers du divorce comme s'ils étaient la preuve d'un crime. Son visage était rouge, de colère ou d'embarras, je ne saurais dire. Tu es fou? A-t-elle exigé dès que j'ai franchi la porte. Qu'est-ce que c'est censé être? J'ai accroché ma veste et desserré ma cravate, en prenant mon temps. Je pense que c'est assez explicite, et je dis. Tu as dit que le mariage n'était qu'une formalité légale. Je t'aide à t'échapper de toute cette paperasse sans signification. Elle m'a regardé comme si une deuxième tête m'avait poussé. Tu ne peux pas être sérieux. C'est de la folie. Vraiment? Et je demandais, vraiment curieux. Tu traites notre mariage comme une blague depuis des mois. Je ne fais que le rendre officiel. Elle a jeté les papiers sur la table basse où ils se sont éparpillés sur la surface comme des confettis surdimensionnés. C'est ridicule. Nous pouvons arranger ça. Nous avons juste besoin de parler. Maintenant, elle voulait parler. Après des mois de nuits tardives, d'appels téléphoniques mystérieux, et de parades de son ex-petite amie dans notre maison. Maintenant, elle était prête à communiquer. J'ai fini de parler, et j'ai réalisé que je le pensais. Tu as rendu tes sentiments sur ce mariage assez clairs à la fête d'anniversaire. Tu te souviens. Formalité légale? Pas réelle. La couleur a quitté son visage alors qu'elle se souvenait de sa petite performance. C'était juste une blague, dit-elle faiblement. Je ne le pensais pas. Ce qui est drôle avec les blagues, et je dis, en ouvrant cette bière à laquelle je pensais tout l'après-midi. C'est qu'elles ne sont drôles que quand tout le monde rit. Je ne riais pas. Elle s'est assise lourdement sur le canapé, fixant les papiers comme s'ils pouvaient disparaître si elle les regardait assez longtemps. C'est fou, a-t-elle murmuré. Tu jettes 8 ans par la fenêtre pour un stupide commentaire. Un commentaire. Comme si c'était tout ce que c'était. Comme si je ne l'avais pas regardé se désengager lentement de notre mariage tout en se rapprochant de son ex-petite amie. Comme si je n'avais pas compté les mensonges, documenté les nuits tardives,
et endurer tranquillement des mois à être traité comme un inconvénient dans ma propre vie. Lis les papiers, et je dis, en me dirigeant vers les escaliers. Ton petit ami pourra peut-être t'aider à comprendre la terminologie juridique. Il semble te comprendre à un niveau tellement plus profond. Je l'ai laissée assise là, entourée par les formalités légales qui allaient changer nos deux vies pour toujours. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas en bas, passer des appels téléphoniques, probablement envoyer des textos à tous ceux qu'elle connaissait. Vers 3 heures du matin, elle a essayé d'entrer dans la chambre pour parler. J'ai fait semblant de dormir. Le lendemain matin, elle attendait dans la cuisine avec du café et ce qui ressemblait à un discours préparé. Ses yeux étaient rouges, ses cheveux tirés en arrière, portant le pull trop grand qui était autrefois mon préféré sur elle. Toute la mise en scène criait « S'il te plaît, pardonne-moi. » Nous devons discuter de cela comme des adultes, dit-elle avant même que je puisse m'asseoir. Ce truc de divorce est complètement inutile. Nous pouvons arranger ça. J'ai versé mon propre café et je me suis appuyé contre le comptoir. Arranger quoi exactement? Notre mariage, notre relation, quels que soient les problèmes que tu penses que nous avons. Elle utilisait sa voix raisonnable. Celle qu'elle sortait quand elle voulait quelque chose. Tous les couples traversent des moments difficiles. Des moments difficiles. C'est ainsi qu'elle qualifiait des mois de manque de respect et d'infidélité émotionnelle. Perspective intéressante, et je dis. Que suggérerais-tu que nous arrangions en premier? Elle parut soulagée, pensant probablement que j'étais prêt à négocier. Eh bien, nous pourrions commencer par une meilleure communication. Peut-être une thérapie de couple. Et je réduirai mes sorties. Réduire. Pas arrêter complètement. Juste réduire les parades en ville avec son ex-petite amie. Quelle générosité. Et lui? Et je demandai. Qui? Ton ex. Celui qui a reçu plus d'attention de ma femme que moi. Son visage rougit. C'est juste un ami. Tu interprètes beaucoup trop des conversations innocentes. Des conversations innocentes qui nécessitaient des rendez-vous pour des concerts et des dîners privés et des adieux chuchotés à ma porte d'entrée. Mais je n'ai pas discuté ce point. D'accord, et je dis. Disons que tu as raison. Disons que je surréagis à des amitiés innocentes et à des commentaires sans importance sur les formalités légales. Voici ma question. Si notre mariage signifie tant pour toi, pourquoi ne t'es-tu pas battu pour lui avant que je ne dépose les papiers? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. La question l'avait prise au dépourvu. Je veux dire, tu sais depuis des mois que j'étais malheureux, et je continuais. Tu m'as vu m'éloigner, devenir plus silencieux, arrêter les conversations que j'essayais d'avoir avec toi. À quel moment, pendant ton amitié innocente, as-tu pensé, peut-être devrais-je me concentrer sur mon mariage à la place? Je n'avais pas réalisé que tu étais si contrarié, dit-elle faiblement. Parce que tu ne faisais pas attention. Tu étais trop occupé à revivre tes années d'université avec ton ex-petite amie pour remarquer que ton mari disparaissait. Elle s'est assise lourdement à la table de la cuisine. Alors, que veux-tu que je fasse? Que je l'aurais complètement de ma vie. Le fait qu'elle ait dû demander m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit, et je dis. C'est ça le point. J'ai fini de vouloir des choses de toi. Ce n'est pas juste. Juste. Elle voulait parler de justice. Tu sais ce qui n'est pas juste? Regarder ta femme te traiter comme si tu étais invisible pendant qu'elle renoue avec l'amour de sa vie. Tu sais ce qui n'est vraiment pas juste? L'entendre qualifier ton mariage de paperasse sans importance devant une salle pleine de gens. Je m'excuse pour ça. Non, tu ne l'as pas fait. Tu as dit que c'était une blague. Il y a une différence. Nous nous sommes regardés à travers la cuisine. 8 ans de mariage réduit à ce moment. Je pouvais la voir essayer de comprendre quoi dire ensuite, quel angle essayer, quelle approche pourrait fonctionner. Et si je fais des changements? A-t-elle demandé. Finalement. De vrais changements. Et si je te prouve que notre mariage compte? Comment? J'arrêterai de le voir. Je supprimerai son numéro. Je me concentrerai sur nous. J'ai pris une longue gorgée de café, considérant son offre. Pour combien de temps? Que veux-tu dire? Combien de temps te concentrerais-tu sur nous?
Jusqu'à ce que tu t'ennuies à nouveau? Jusqu'à ce que le prochain type intéressant arrive? Jusqu'à ce que le mariage redevienne une formalité légale? Elle n'avait pas de réponse à cela. Voilà le truc, et je dis en posant ma tasse. Tu ne proposes pas de changer parce que tu as réalisé que tu m'aimes. Tu proposes de changer parce que tu t'es fait prendre. Il y a une différence. Ce n'est pas vrai. Vraiment? Si je n'avais pas demandé le divorce, aurions-nous cette conversation? Aurais-tu soudainement décidé de donner la priorité à notre mariage? Le silence s'est étiré entre nous. Nous connaissions tous les deux la réponse. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Elle y a jeté un coup d'œil, pleine d'espoir, pensant probablement que c'était mon avocate avec une sorte de retard ou de complication. Au lieu de cela, c'était mon copain du travail qui me demandait si je voulais aller prendre un verre plus tard. Les gens vont poser des questions, dit-elle soudainement. Nos amis, nos familles. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Dis-leur la vérité. Que le mariage n'était qu'une formalité légale et qu'il ne te semblait pas réel. Elle a grimacé. Je ne peux pas dire ça. Pourquoi pas? C'est ce que tu as dit à la fête. J'étais sarcastique. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas tout le temps. Vraiment? Parce que tu semblais assez sincère quand tu riais avec tout le monde du peu de sens de notre mariage. Elle a enfoui son visage dans ses mains. J'ai fait une erreur. Un stupide commentaire en 8 ans de mariage et tu jettes tout par la fenêtre. Un commentaire. Elle revenait sans cesse là-dessus comme si c'était un incident isolé au lieu de l'aboutissement de mois de comportement. Comme si je ne l'avais pas regardé se détacher lentement de notre vie commune tout en s'attachant à quelqu'un d'autre. Le commentaire n'était pas le problème, et je dis. Le commentaire était juste le moment où j'ai réalisé que j'étais marié à quelqu'un qui ne me respectait pas, ni notre relation, ni la vie que nous avions construite ensemble. Je te respecte. Non, ce n'est pas vrai. Tu respectes ce que je fournis. La maison, la sécurité financière, le mari fiable qui ne fera pas de scène quand tu disparais pendant des heures. Mais tu ne me respectes pas en tant que personne. Elle a levé les yeux brusquement. Ce n'est pas vrai. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment s'était passée ma journée et que tu as vraiment écouté la réponse? Quand est-ce que tu as fait des plans pour la dernière fois qui m'incluaient au lieu de s'organiser autour de moi? Quand est-ce que tu as choisi pour la dernière fois de passer du temps avec moi quand tu avais d'autres options? Les questions flottaient dans l'air entre nous. Elle ne pouvait pas y répondre parce que nous connaissions tous les deux les réponses. Je veux arranger ça, dit-elle doucement. Je sais que tu le veux maintenant, mais tu ne voulais pas l'arranger quand ça comptait. Tu voulais voir jusqu'où tu pouvais pousser avant que je ne réplique. Alors, c'est tout. 8 ans et tu en as juste fini. J'ai regardé cette femme que j'avais épousée, cette personne avec qui j'avais partagé ma vie, et j'ai réalisé que je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas même de déception, juste rien. Oui, et je dis, j'en ai fini. La finalité de la chose sembla la frapper d'un seul coup. Elle s'est mise à pleurer. De vraies larmes cette fois, pas le genre stratégique qu'elle avait essayé plus tôt. S'il te plaît, a-t-elle murmuré, ne fais pas ça. Mais c'était déjà fait. Les papiers étaient déposés. Les rouages étaient en mouvement. Et pour la première fois depuis des mois, je sentais que je pouvais à nouveau respirer. Le lundi, elle avait changé de stratégie. Les larmes avaient disparu, remplacées par quelque chose de plus dur. Elle avait passé le week-end à téléphoner, et maintenant elle était prête pour la guerre. J'ai parlé à ma sœur, a-t-elle annoncé au petit déjeuner. Elle dit que tu traverses une sorte de crise de la quarantaine. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Crise de la quarantaine. Les hommes de notre âge, ils paniquent. Ils prennent des décisions impulsives. Demandent le divorce pour des problèmes relationnels mineurs. Elle récitait cela comme si elle l'avait mémorisé. C'est en fait très courant. C'est la version que tu vas raconter? Ce n'est pas une histoire. C'est de la psychologie. Tu te sens piégé, tu remets en question tes choix, tu passes à l'acte. Elle s'échauffait sur son thème maintenant. La bonne nouvelle, c'est que ça se traite avec de la thérapie et de la patience. Je devais admirer la stratégie. Me peindre comme instable, elle-même comme l'épouse patiente et compréhensive essayant de sauver son mari confus de son propre mauvais jugement.
C'était en fait assez malin. Que as-tu dit à ta sœur sur la raison pour laquelle je pourrais avoir cette crise? Que tu as été stressé au travail, distant, que tu ne communiques pas. Elle énumérait chaque point comme une preuve dans un tribunal. Signe classique. Et qu'as-tu dit à propos de ton ex-petite amie? Son visage est resté vide un instant. Quoi à son sujet? As-tu mentionné le concert, le dîner chez nous, les 3 heures à la fête d'anniversaire? Il n'est pas pertinent dans cette discussion. Intéressant. Donc, dans ta version des faits, j'ai une dépression nerveuse pour rien. J'essaie de t'aider à comprendre ce qui t'arrive. Ce qui m'arrivait, c'est qu'on me manipulait psychologiquement. Comme si j'avais une sorte de dépression mentale au lieu de finalement m'affirmer. C'était brillant, honnêtement. Laisse-moi bien comprendre, et je dis. Tu penses que j'ai demandé le divorce parce que je suis mentalement instable? Je pense que tu traverses quelque chose de difficile et que tu prends des décisions que tu regretteras. Et tu es la victime ici. Nous sommes tous les deux victimes d'un mauvais timing et d'une mauvaise communication. Mauvais timing. C'était nouveau. Comme s'il n'y avait jamais eu un bon moment pour manquer de respect à son conjoint en public et amener son ex-petite amie dans son mariage. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mais j'ai reconnu la voix immédiatement. Sa mère. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises de papier de divorce? A-t-elle exigé sans préambule. Que as-tu fait à ma fille? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur pour que ma femme puisse entendre. Bonjour à vous aussi, et je dis. J'ai demandé le divorce. Pourquoi? Elle dit que tu ne veux même pas en discuter rationnellement. Tate, elle dit pourquoi j'ai demandé le divorce. Elle a dit que tu agis bizarrement depuis des semaines, lunatique, distant, déraisonnable. J'ai regardé ma femme, qui écoutait attentivement, mais essayait de paraître décontractée. A-t-elle mentionné avoir amené un autre homme dans notre maison? Silence au téléphone. Puis, quel autre homme? Son ex-petite amie. Plusieurs fois, y compris pour des dîners et des concerts. La voix de sa mère s'est éteinte. Elle a dit qu'il était juste un vieil ami. Demande-lui combien de vieux amis elle emmène à des dîners romantiques. Ce n'était pas romantique, a claqué ma femme, abandonnant son jeu décontracté. On rattrapait juste le temps perdu. Rattraper le temps perdu nécessite plusieurs rencontres privées et des rendez-vous pour des concerts? Et je demandais. Définition intéressante. La voix de sa mère est revenue en ligne, nettement plus froide maintenant. Je pense que je dois parler à ma fille en privé. Après avoir raccroché, ma femme m'a fusillé du regard. Tu n'avais aucun droit d'impliquer ma mère. Je ne l'ai pas impliquée. Tu l'as fait quand tu l'as appelée en renfort. Elle essaie d'aider. Elle essaie d'aider parce que tu lui as donné une version complètement fausse de ce qui se passait. Je lui ai dit la vérité. Une partie. La partie qui te met en valeur. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Puis un autre. Puis plusieurs autres en succession rapide. Je les ai parcourus, reconnaissant immédiatement le schéma. On dirait que tu as été occupé, et je dis, en lui montrant l'écran. Des messages d'amis communs, demandant ce qui se passait, exprimant leur inquiétude, proposant de servir de médiateur. Les gens se soucient de nous, dit-elle sur la défensive. Ils veulent t'aider à sauver notre mariage. Qu'est-ce que tu leur as dit exactement? Que tu as demandé le divorce soudainement, sans avertissement, et que tu ne veux pas expliquer pourquoi. Sans avertissement? Et je ris. J'essaie de te parler depuis des mois. Tu étais trop occupé avec ton ex pour le remarquer. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Non. Alors comment ça s'est passé? Dans ta version? Elle s'est redressée, ayant clairement préparé cette question. Tu as commencé à t'éloigner, à devenir distant et lunatique. J'ai essayé de te donner de l'espace, de renouer avec de vieux amis pour te donner le temps de surmonter ce que tu traversais. Puis tu m'as prise par surprise avec les papiers du divorce. C'était magistral. Elle avait recadré sa liaison émotionnelle comme me donnant de l'espace et ma réaction comme une attaque non provoquée. Dans sa version, elle était l'épouse de soutien et j'étais le mari instable. Et le commentaire de la fête d'anniversaire? Un moment de frustration.
Un mauvais choix de mots quand je me sentais déconnecté de toi. Mauvais choix de mots. Elle avait réduit son humiliation publique de notre mariage à une erreur de communication. Tu es doué pour ça, et je le pensais. Vraiment doué. Tu devrais envisager une carrière dans les relations publiques. J'essaie de sauver notre mariage. Non, tu essaies de sauver ta réputation. Il y a une différence. Un autre texto est arrivé. Celui-ci de son ex-petite amie. Elle a essayé d'attraper mon téléphone, mais j'ai été plus rapide. Il veut savoir si tu vas bien, et je lui à voix haute. Il dit qu'il est là si tu as besoin de parler. Comme c'est attentionné. Donne-moi mon téléphone. C'est mon téléphone, mais je suis curieux. Avec combien de personnes te coordonnes-tu pour cette campagne de limitation des dégâts? Je ne coordonne rien. Les gens sont inquiets. Les gens sont inquiets parce que tu leur dis que je fais une dépression. Pendant ce temps, tu échanges des textos avec le type qui a contribué à causer cette situation. Il ne fait pas partie de ça. Il fait partie de ça depuis la fête d'anniversaire. Il fait partie de ça depuis que tu as commencé à donner la priorité à son attention sur ton mariage. Elle s'est levée brusquement, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Tu centres tout sur lui parce que tu ne peux pas admettre le vrai problème, qui est toi. Ton insécurité, ton incapacité à faire confiance. Et voilà, la stratégie finale. Rendre tout de ma faute. Mon insécurité, mes problèmes de confiance, mes problèmes. Se peindre comme la victime innocente d'un mari jaloux et instable. Tu sais quoi? Et je dis, en me levant pour partir au travail. Tu as raison. J'ai des problèmes de confiance. J'ai du mal à faire confiance aux gens qui me mentent, me manquent de respect en public, et amènent d'autres hommes dans ma maison. Tu as parfaitement identifié ma faiblesse. Où vas-tu? Au travail, où les gens me traitent avec un respect de base. Nous n'avons pas fini de parler de ça. Si, c'est terminé. Mon avocate s'occupera de toutes les communications futures. Je l'ai laissée debout dans la cuisine, probablement déjà en train de composer sa prochaine série d'appels et de messages. Elle passerait la journée à construire son récit, à rassembler du soutien, à se positionner comme la victime d'un homme déraisonnable. Mais les récits ne fonctionnent que lorsque les gens ne connaissent pas toute l'histoire. Et quelque chose me disait que toute l'histoire était sur le point de sortir, qu'elle le veuille ou non. Le divorce a été prononcé un mardi. 6 mois après la fête d'anniversaire, où mon mariage est devenu une blague, il est officiellement devenu de l'histoire ancienne. Mon ex-femme a tout essayé. Demande de thérapie, intervention familiale, même se présenter à mon travail. Rien n'a fonctionné parce que j'avais déjà fait la paix avec la décision. Elle m'a appris exactement ce qu'elle pensait que valait notre mariage, et j'avais simplement accepté son évaluation. Le règlement financier l'a frappé plus durement que prévu. Il s'avère que ces formalités légales dont elle se moquait comptaient en fait beaucoup lorsqu'il s'agissait de la division des biens. Mon avocate avait fait un excellent travail en documentant son comportement et son irresponsabilité financière. Les dîners coûteux, les billets de concert, les virées shopping, tous financés par notre compte joint tout en poursuivant son ex-petite amie. Elle a gardé la maison mais s'est retrouvée avec les paiements hypothécaires. J'ai pris mes comptes de retraite, la moitié des économies, et mon amour-propre. Un échange équitable. La meilleure partie est arrivée 3 semaines après la signature des papiers. J'ai rencontré le couple qui avait organisé cette fête d'anniversaire à l'épicerie. Ils étaient maladroits au début, ayant clairement entendu sa version des événements. Nous avons appris pour le divorce, a dit la femme avec précaution. Nous sommes désolés que les choses n'aient pas fonctionné. En fait, les choses ont parfaitement fonctionné, et je répondu. Il s'est avéré qu'elle avait raison sur le fait que le mariage n'est qu'une formalité légale. Une fois que nous avons éliminé la formalité, tout est devenu beaucoup plus clair. Ils ont échangé des regards, se souvenant de cette nuit-là. Elle a dit que tu avais eu une sorte de dépression. A-t-elle mentionné qu'elle vit avec son ex-petite amie maintenant? Silence. Puis le mari a secoué la tête. Non, elle a omis ce détail. Intéressant. Eh bien, j'espère qu'ils sont très heureux ensemble. Ils ont certainement travaillé assez dur pour ça. Le récit de mon ex-femme sur mon comportement instable s'est effondré assez rapidement une fois que les gens ont vu la réalité. Un homme qui s'éloigne du manque de respect n'est pas instable.
Il est enfin stable. J'ai acheté un endroit plus petit plus près du centre-ville. Pas d'hypothèque, pas de compte partagé, personne ne me traitant comme un inconvénient dans ma propre vie. Pour la première fois depuis des années, je rentrais chez moi pour trouver exactement ce que j'avais laissé. Elle a essayé d'appeler plusieurs fois au cours du premier mois. Je n'ai jamais répondu. Ses messages vocaux sont passés de la colère au désespoir, puis à l'amertume. Le dernier me reprochait d'avoir tout gâché pour rien. Même après tout, elle pensait toujours que son comportement n'était rien. 6 mois plus tard, j'ai appris par des amis communs que sa relation avec l'ex-petite amie n'avait pas fonctionné. Apparemment, quand on est le deuxième choix de quelqu'un, on a tendance à rester son deuxième choix. Qui aurait pu prédire ça? Ils ont également mentionné qu'elle avait posé des questions à mon sujet, si je sortais avec quelqu'un, si je semblais heureux, si je parlais jamais d'elle. Ce n'était pas le cas et je ne le faisais pas, mais c'était agréable de savoir qu'elle faisait enfin attention. La vérité est que je n'ai jamais voulu la punir. Je voulais juste être avec quelqu'un qui voulait vraiment être avec moi. Quelqu'un qui comprenait que le mariage n'est pas une formalité légale. C'est un choix quotidien de donner la priorité à son partenaire sur tous les autres. Elle a rendu son choix clair ce soir-là à la fête d'anniversaire. J'ai juste finalement rendu le mien clair aussi. Les gens me demandent si je regrette le divorce. La réponse est simple. Je regrette d'être resté marié aussi longtemps. Je regrette d'avoir accepté le manque de respect comme étant normal. Je regrette d'avoir pensé que je pouvais changer quelqu'un qui ne voulait pas changer. Mais je ne regrette pas d'avoir quitté quelqu'un qui traitait notre mariage comme une blague, parce que la chute s'est avérée être pour elle.